podcast avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 30 avril 2025, bienvenue à notre édition de Radar. Encore une fois cette semaine avec mes collègues Jacob Langlois-Pelletier et Olivier Paiement. Comment ça va les boys? Ça va très bien, toi? Bien, Olivier. Ça va bien, content que tu nous aies ramenés pour une deuxième semaine. Je pense que ça a été bien reçu la semaine dernière, honnêtement. Les gens m'ont envoyé plusieurs commentaires. Il y avait plusieurs commentaires aussi directement sur la vidéo YouTube. Alors, tant mieux si vous avez aimé ça, parce qu'on a l'intention de refaire sensiblement la même chose cette semaine. Un volet plus discussion du podcast Radar, à commencer par la série du Canadien de Montréal avec les Capitals de Washington. Au moment où on se parle, on est le 30. On est donc à la veille du match numéro 5. Ça va être tout à l'heure, ça va être ce soir. Le Canadien est au bord du gouffre. Peuvent-ils, encore une fois, prouver leur résilience cette saison et forcer un match numéro 6? C'est vraiment dommage, mais je pense pas. Je crois qu'il y a une tendance lourde. Quand on regarde les 2-3 dernières semaines du Canadien, la fin de la saison régulière puis la série contre les Capitals, c'est une équipe qui a tout donné puis est au bout du rouleau. Elle a plus de jus. Ça a tout pris pour se qualifier pour les séries. Puis là, on le voit dans cette série-là contre les Capitals. On n'a pas le jeu physique, l'intensité, on n'a pas le patin, on n'a pas la profondeur pour pouvoir se battre avec une équipe comme les Capitals. 5e match ce soir à Washington. C'est dommage, mais je crois que ça va être difficile puis que ce ne sera pas possible pour le Canadien de s'en sortir. Ce qu'on a du côté des Canadiens, c'est les unités spéciales. On a quand même marqué 5 buts en avantage numérique en 13 tentatives depuis le début de la série. On roule à 90% sur le désavantage numérique. Le problème, c'est qu'Alexis Protas revient au jeu. Ouais. Tout porte à croire que... Et c'est un élément hyper important du désavantage numérique des Capitals. Fait que j'ai hâte de voir si le Canadien sera capable, encore une fois, d'être dominant. Puis moi, c'est peut-être mon petit côté naïf, mais je pense que oui, honnêtement. Cette équipe-là n'avait pas vraiment eu de répétition avec Demidov et on sent qu'à chaque fois qu'ils sont sur la glace ensemble, la chimie s'installe un peu plus. Je pense que le 5 contre 4 du Canadien ce soir peut être un facteur important. Je suis d'accord, mais tu peux pas non plus tout baser sur les unités spéciales parce que oui, c'est vrai que l'avantage numérique est super productif. C'est quoi, 4 buts dans les 2 derniers matchs depuis que Demidov est sur cette vague-là. Mais à 5 contre 5, c'est nul. Tu sais, Demidov avec Newhook puis Evans, clairement, c'est dommage pour Demidov, mais il est pas aidé par ses coéquipiers. Là. Evans, c'est un gars de 4e trio. Newhook, probablement plus un ailier de 3e trio. J'ai de la misère à voir comment on peut battre une équipe aussi complète que les Capitals alors que tu roules essentiellement à un trio, celui de Suzuki, Caulfield et Slavkovski, qui, là, il va être sur la route. Donc là, Spencer Carberry va évidemment avoir le dernier changement, va pouvoir avoir des match-ups qui sont plus favorables. Donc je m'attends à ce que le premier trio du Canadien produise moins. C'est vraiment le fun, les unités spéciales, puis c'était tellement encourageant dans les 2 derniers matchs de voir cette unité-là avec les jeunes. Ça l'est encore, ça l'est encore. Exactement, de voir la passe de Hudson à Demidov, à Slavkovski, ce genre de jeu-là qu'on risque de voir tellement souvent dans les prochaines années. Mais pour moi, cette série-là, c'est vraiment la preuve que le Canadien a encore énormément à apprendre et d'acquisitions à faire avant de vouloir être une équipe qui peut prétendre gagner 1 ou 2 rondes des séries. Là. Ce qui est tout à fait normal. Oui, en toute honnêteté. parce que c'est du bonbon déjà d'être là. Exact. Et surtout pour un joueur comme Demidov, mais ça s'applique autant à Slavkovski, ça s'applique à Hudson, ça s'applique à Goulet. Tous ces jeunes joueurs du Canadien qui touchent aux séries éliminatoires pour la première fois, qui vont retourner éventuellement, pas nécessairement ce soir, mais éventuellement en saison morte, et qui vont pouvoir réfléchir à comment se préparer pour faire face à cette adversité-là lorsque les séries vont revenir. Ouais. Tandis que si tu arrives encore une fois à court, ben là, cet apprentissage-là, tu le fais l'année prochaine ou dans 2 ans et tu retardes justement. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles malgré tout, même si le Canadien ne réussit pas à traverser les Capitals de Washington. Moi, pour vrai, j'y crois encore. J'y crois parce que Jakub Dobeš nous a prouvé à chaque fois qu'on le compte pour battu, c'est un gardien de but qui est capable de sortir des grandes performances. Ça n'a pas été parfait dans le match numéro 4. Je pense que le premier but qu'il a accordé a fait mal. Mais si c'était Cayden Primo dans le filet qui accorde ce but-là, je pense que le match part complètement en avalanche. Il marque 6 buts. Là. Mais Dobeš a cette facilité-là de tourner la page et de se concentrer sur le prochain lancer. Et souvenez-vous un peu plus tôt, les gars, messieurs, et en entrevue avec Pierrot du côté de RDS, je pense que c'est un match au Colorado. Et Pierre a dit à Dobeš, on s'entend tous, là, vous n'étiez pas censé gagner ce match-là en raison du calendrier puis de la route. Et Dobeš l'avait arrêté, il avait dit, moi je m'excuse, mais je suis pas d'accord. Moi, chaque fois qu'on est dans le filet, je pense qu'on va gagner. Et ce groupe-là est si serré, je pense qu'on va gagner. Fait que je pense que cette mentalité de gagnant-là de Dobeš,
ça pourrait inspirer peut-être ces Canadiens ce soir. Ouais, puis t'as raison que Debesch, c'est un gamer, c'est un fighter. Il a pas le style le plus classique des gardiens. Il est pas très sexy à voir. Il donne beaucoup de rebonds. Des fois, il va regarder derrière lui quand il manque de confiance. Mais c'est un gamer, c'est un fighter. Puis je pense qu'il a prouvé dans cette fin de saison-là avec le Canadien, puis quand même ses performances en série, que l'an prochain, ça va être lui le numéro 2. Ce que j'aurais pas été nécessairement prêt à accorder il y a un mois, quand il traversait une séquence plus difficile. J'aurais peut-être été en faveur de la signature d'un gardien vétéran pour épauler Montembeault. Là, je pense que Dobesch, de la façon dont il joue, il a montré que, écoute, l'an prochain, il est capable d'être le numéro 2 derrière Samuel. C'est dommage pour Montembeault, honnêtement. Ben Tu oui. sais, c'est le résultat d'une saison où est-ce qu'on a surtaxé un gardien. On l'a dit toute l'année. Si tu brûles trop tes joueurs, tu les exposes à des blessures. Puis malheureusement, Samuel qui est tombé au combat avant d'arriver à la fin, il avait une bonne saison. Il avait même de bonnes séries. Malheureusement, il n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout. Tu as dit c'est un battant. Puis je vais te lancer là-dessus, Jacob, parce que je trouve qu'il y a plusieurs joueurs du Canadien qui sortent par leur combativité. Et en tête de liste, évidemment, je fais référence à Josh Anderson. Les gars, avez-vous déjà vu ça? Deux gars qui en arrivent à donner des coups sur un banc des joueurs complètement vide. Faut que Spencer Gilberry se tasse du chemin. Quelle scène absolument surréaliste qu'on a vue. Si le Canadien veut gagner ce soir, ça va prendre encore une fois Josh Anderson à son meilleur. Ben écoute, ça va prendre certainement Anderson à son meilleur, puis un match copié-collé, je pense, du match numéro 3. Le Canadien se doit de donner une performance dans le même style s'ils veulent l'emporter du côté de Washington. Et non, moi, j'avais jamais vu ça, en fait, puis Oli, probablement, Non. je pense pas que tu avais vu ça non plus de ton côté. C'était le fun à voir. Puis hier, on a enregistré les compteurs avec Sacha Gavami puis François-Xavier Bénard, puis FX disait justement, il y avait tout dans ce match-là pour que ça soit le match parfait. Il y avait de l'intensité, il y avait des beaux jeux, il y avait des émotions. Donc, c'était vraiment un beau match. Et je pense qu'on doit faire la même chose si on veut l'emporter ce soir. Puis, vous avez parlé de Dobesch, sa combativité et tout. Je pense que c'est un peu l'âme de l'équipe cette année là, au niveau de la combativité. À chaque fois qu'on a pensé qu'il y avait le genou à terre, qu'il n'y avait plus de gaz pour citer Oli, ben, ils sont relevés. Donc, s'il y a une équipe qui est capable de le faire ce soir, je pense que c'est le Canadien. Je fais du chemin sur l'âme de l'équipe parce que ce soir, ça pourrait potentiellement être le dernier match en carrière de David Savard. Ouais. Puis quand tu as une situation comme celle-là où est-ce que tu as un coéquipier, que la retraite est annoncée, les joueurs veulent pas que ça s'arrête. Moi, je m'attends à ce qu'un Nick Suzuki se lève dans la chambre et dise « Les boys, pour sa vie ce soir. » Tu sais, je pense que ce genre d'énergie-là va se ressentir. Il y a un piège de tenter de trop en faire, mais je pense que Savard est un bon vétéran puis il sera composé avec peut-être cette nervosité-là ou cette façon de savourer le moment, peut-être ce soir, Ali? C'est sûr que ça peut être un gros boost d'énergie pour les joueurs du Canadien, mais il y a quand même des limites à ça. T'sais, rappelle-toi, je sais pas, la finale contre le Lightning en 2021, les gars savaient essentiellement que chez Weber, c'était fini. Ouais, Weber frappait tout ce qui bougeait aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, t'es à court de ressources aussi. Tu peux pas tout le temps être propulsé par l'émotion. Puis je crois que ça a beaucoup été ça cette année, le Canadien. C'est une équipe qui a été très émotive, qui a carburé sur les émotions, mais à un moment donné, il y a une limite à ça. Un peu comme les Blue Jackets de Columbus. Je pense que pendant une bonne partie de la saison, on a été motivé par le décès tragique de Johnny Gaudreau. Sauf qu'à un moment donné, il y a une limite à pouvoir utiliser tes émotions, les canaliser pour pouvoir performer sur la patinoire. Parce que, surtout quand tu manques de talent, quand tu manques de profondeur, et tu as un gars comme Tom Wilson qui, clairement, est dans la tête des joueurs du Canadien. La mise en échec qu'il y a eu sur Alexandre Carrier dans le dernier match, ça a été le point tournant de la rencontre et possiblement même de la série. Il y a clairement un avant et un après cette mise en échec. C'est dommage parce que moi, dans ce match-là, je m'étais noté dans mes notes le point tournant, le 5 contre 3 que le Canadien a réussi à neutraliser. Mike Madison, un genou par terre, capable de dégager la rondelle. Et immédiatement après, le Canadien marque en avantage numérique. Et je me disais, wow, là, ça pourrait vraiment faire basculer les choses. Et finalement, Wilson, tu l'as dit, dans la tête de Carrier. Oui, c'était le cas de le dire. Et Carrier, je pense qu'il sera à son poste ce soir. Sera-t-il efficace? J'ose croire que oui. Je prends un Carrier amoché à 80% avant un Jalen Struble à 100%, ne serait-ce que pour le côté gaucher-droitier. Fait que ça va être quand même intéressant à surveiller. Et l'autre point que je veux vous amener sur le Canadien avant qu'on enchaîne, Kaden Goulet, responsable direct du dernier but, le dernier but gagnant de Andrew Mangiapane, lorsqu'il a quitté sa position pour râler sur le côté et ça a permis à Mangiapane de s'amener, de prendre un bon lancer. Je l'appelle le général, Kaden Goulet, et ce soir, je pense qu'il va être impérial à la ligne bleue. Je suis convaincu qu'il va rebondir. Un peu comme on l'avait vu en fin de saison, quand il a vraiment levé son jeu, t'allais des mises en échec
absolument percutante. T'sais, tout le monde demandait à Arbor Xhekaj. Caden Gooley faisait essentiellement ce qu'on demande à Arbor Xhekaj. Des grosses mises en échec. Il a même jeté les gants contre Max Domi dans le match contre les Maple Leafs. Il va falloir que Gooley sorte un gros match parce que je veux pas dire qu'il me déçoit dans cette série-là jusqu'à présent, mais par exemple, Alex Carrier, pour moi, c'est un gars qui a été beaucoup plus complet de A à Z dans cette série-là. J'aurais peut-être même tendance à dire qu'il a été le défenseur au moins le plus constant du Canadien dans la série contre les Capitals. Peut-être même le meilleur. Alors, Gooley, je m'attends à un gros match de sa part ce soir. On le sait que c'est un leader, ce gars-là. Alors, c'est le genre de rencontre dans laquelle il va élever son jeu d'un cran, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a un point commun entre Carrier et Gooley. Carrier, tu l'as dit, c'est une mise en échec percutante de Tom Wilson qui a fait chavirer le match. Je te ramène dans le match numéro 1. Derrière le filet, Tom Wilson qui renverse complètement Caden Gooley par la suite semble un peu plus craintif. Ouais. Avait plus rapidement à sortir la rondelle puis un peu moins incisif dans sa présence physique. Il va devoir mettre ça de côté parce qu'on a besoin de Caden Gooley en grande forme. Ça peut pas juste passer par Josh Anderson. Mais non. Oui, Juraj Slafkovský était le 3e il n'y a pas si longtemps pour les batailles 1 contre 1 pour les rondelles récupérées. C'est parfait, ça fait partie aussi de l'aspect physique. Oui, il y a des joueurs qui essaient d'appliquer de Xhekaj, l'échec il n'est avant. pas supposé faire ça. Pas l'échec avant, là, mais être cette présence physique-là. Oui, mais Xhekaj, je veux dire, il a été laissé de côté les 2 premiers matchs. Dernièrement, moi, je pense, à mon humble avis, je pense qu'il a quand même une importance dans la série. Je trouve que c'est malhonnête de dire Wilson s'en est donné à cœur joie et Ovechkin aussi. Pourtant, Xhekaj était dans le line-up. C'est pas... La semaine passée, on s'est fait marteler toute la semaine. Si tu mets Xhekaj dans le line-up, les Capitals vont pas frapper comme ils le font. Ça va calmer Tom Wilson. C'est pas ce qu'on a vu. Peut-être dans le match de vendredi, mais pas dans le match de dimanche. C'est vrai, mais moi, c'est pas comme ça que je le voyais. C'est pas parce que Xhekaj est dans l'alignement que l'autre équipe va arrêter. La raison, moi, je vois ça comme une balance. D'un côté, tu as des joueurs hyper physiques qui ont un énorme poids du côté des Capitals. Ouais. C'est juste important de venir contrebalancer ça avec nous aussi, de mettre des éléments physiques. Ça veut pas dire pour autant que tout va s'arrêter puis que tout va être complètement à sec parce qu'on a la peur que le 72 nous saute dessus. Moi, je pense qu'il a été capable de jouer dans la tête des Capitals dans le match numéro 3, ne serait-ce que de passer sur la ligne rouge, d'enlever une rondelle. On peut être déconcentré un peu par sa présence. Ça veut pas dire qu'on peut se permettre de se baisser la tête, là. Mais il insuffle une dose de courage. Est-ce que Ivan Demidov aurait sous foot Tom Wilson si Xhekaj n'est pas dans la formation? Je suis pas convaincu. Je pense que c'est ce genre de choses-là qui le fait grandir ses coéquipiers. Je me trompe-tu, Jacob? Non, je pense qu'il accomplit bien son rôle, en fait, depuis qu'il a été inséré dans la formation. Par contre, je penche un peu vers Oli. J'aurais aimé ça, voir la grosse mise en échec. À la Wilson, au dernier match, voir l'effet de Xhekaj sur un jeu précis. Mais je pense qu'en général, il l'a accompli. L'équipe en tant que telle a joué avec 2 pouces de plus. Elle était vraiment plus grande sur la glace. Tu as parlé de Demidov qui s'est permis des largesses. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été accompli, mais j'aurais aimé ça, le voir rentrer dans la formation puis avoir ce jeu qui change le momentum. OK, mais je vous relance. Combien de fois cette saison a-t-il fait la grosse mise en échec? Pas souvent, mais c'est plus se battre, par exemple. Sauf qu'en série, tu te bats pas vraiment. Puis très peu de combats en série. 2, s'il fait la grosse mise en échec et qu'il écope d'une punition, là, lui, sa laisse, elle est minuscule. Il est rentré dans cette série-là par la porte arrière. On le sent qu'il n'a pas la confiance de son entraîneur et qu'il joue quand même assez timide parce qu'il ne veut pas faire de gaffe. Est-ce qu'on peut vraiment lancer la pierre à un Arbor Xhekaj ou il faut regarder plus les consignes qu'on lui demande de faire? Oui, mais d'abord, dans ce cas-là, ça veut dire que l'apport de Xhekaj est minime. Si son seul apport, c'est de donner un peu plus de confiance à ses coéquipiers, es-tu vraiment si important que ça comme joueur? Moi, je pense que c'est après les sifflets, d'aller s'impliquer dans les scrums, d'aller passer des gants au visage, d'aller déranger. Ça, je pense que c'est... En série, là, il sera jamais puni. Puis si c'est puni, ça va être les 2, on les sort. Là. Fait qu'il faut que tu t'en donnes à cœur joie dans ce genre de situation-là et tu te mets moins à risque. Mais sinon, pendant le jeu, là, moi, je veux pas qu'il step up pour bloquer la ligne bleue. Là. Moi, je veux qu'il garde les choses simples, qu'il s'assure de faire son petit bonhomme de chemin, ou du moins qu'il mette les chances de son côté de ne pas être les victimes d'un but, comme c'est arrivé dans le match numéro 3. Là. Il faut éviter ça parce que c'est pas à lui à prendre des chances. Mais ça, c'est mon opinion, puis vous avez le droit à la vôtre, puis vous aussi à la maison, vous avez le droit à votre opinion. Mais tu sais, c'était probablement une utopie à la base de penser que Xhekaj allait rentrer dans l'alignement, faire une grosse mise en échec ou un combat. Là. Je sais qu'en série, le jeu est différent,
Mais maintenant que c'est ça qui l'apporte, c'est pas les grosses mises en échec, ni les combats, c'est cette présence-là, là, après les sifflets et des choses comme ça. Est-ce que c'est assez pour oublier ses largesses défensives? Je dis pas qu'il a fait de grandes erreurs là, dans cette série-là, mais il me semble que le discours qu'on a souvent sur Jacky, c'est oui, il est capable de faire le gros combat, la grosse mise en échec, donc on va accepter les autres côtés au niveau défensif. Est-ce que c'est assez l'apport qu'il fait en ce moment pour accepter ça? Ok, mais t'as pas tort, c'est vrai, mais je pense que moi, il a été bon dans la série, et sans aucun doute dans ma tête, il a été meilleur que Jayden Struble. Sans aucun doute. Je pense que c'est juste que de manière générale, on surévalue un petit peu l'impact, l'apport d'un gars qui, on va se le dire, c'est un 6e défenseur, plus proche d'un 7e sur bien des équipes dans la Ligue nationale de hockey. T'sais. La réalité, c'est qu'il manque aux Canadiens. Là, quand tu regardes l'alignement des Capitals, c'est des gros bonhommes en attaque qui n'hésitent pas à frapper. Le problème avec le Canadien, c'est que, mis à part Anderson, t'en as pas tant que ça. Puis de là, l'importance éventuellement de Florian Jacky et compagnie, s'ils sont capables de se développer. Mais ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'il manque vraiment de ce côté-là physique robuste aux Canadiens, surtout que tes joueurs de talent en attaque, c'est des petits bonhommes. Caulfield, Suzuki. Le noyau. Le noyau. Ouais. Puis Slavkovski, on n'a pas vu le Slavkovski qui dit vouloir s'inspirer de Brady Tkachuk. Oui, il gagne ses batailles, blablabla, mais il n'a pas faim comme il prétend avoir faim. Ou comme le gros match contre les Sénateurs, là, après qu'il avait dit « je veux m'inspirer ». Ouais. On le voit pas nécessairement de son côté. Tu as raison pour Slavkovski, qu'on aurait aimé ça en voir plus, mais je reviens une seconde à Jacky. Je serais curieux dans un monde parallèle où est-ce que on lui pardonne plus rapidement son erreur contre les Hurricanes de la Caroline, qu'il joue quelques matchs en fin de saison où il rentre en confiance en séries éliminatoires, plutôt que de rentrer dans un contexte où est-ce que il est parachuté dans une série alors que le Canadien tire de l'arrière 2-0, que le Canadien a été brassé et bousculé, et que là, tous les yeux sont tournés vers lui pour qu'il fasse justement la différence, et non qu'il soit un simple morceau du casse-tête pour contribuer au succès du Canadien. C'est là où est-ce que je trouve des fois, c'est de mettre... On met beaucoup en lumière ses performances, et tu l'as dit toi-même, Oli, dans une autre formation, ce serait probablement un 7e défenseur. Ouais. Et est-ce qu'au final, tout ça, c'est une réflexion de ce que Martin Saint-Louis pense d'Arbert Jacky? Clairement, c'est pas son joueur préféré. Puis qu'est-ce que ça veut dire après ça pour son futur à moyen long terme à Montréal? Quand le coach te fait pas confiance, ta laisse est plus courte que les autres. Ouais. Même comparé à un gars comme Jayden Struble, qu'on va dire que c'est des gars du même statut à peu près, ouais. la laisse est plus courte sur Jacky. Pour moi, tout ça, ça montre que Martin Saint-Louis, dans sa philosophie du hockey, mais Jacky, il cadre pas dans ça. Puis que le Canadien, éventuellement, va devoir prendre une décision. Parce que Jacky, je pense qu'il a quand même une certaine valeur. Énorme. Je suis sûr qu'elle est énorme, sa valeur. Pour un 6-7e défenseur, ouais. Tu peux en avoir pas mal pour ton argent. Donc, il va falloir qu'il s'assoie à la fin de la saison avec Kent Hughes, Martin Saint-Louis, tout ça, pour décider qu'est-ce qu'on fait avec lui. Parce que je pense pas que c'est une situation que tu peux garder à plus long terme de est-ce qu'on le garde comme 7e? Clairement, à Montréal, c'est un joueur qui polarise énormément. Je sais pas si c'est sain aussi pour l'équipe d'avoir tout le temps cette discussion-là de est-ce que Jacky est dans la formation? Est-ce qu'il joue trop? Est-ce que si, ça? Au final, il finit un peu par être une distraction aussi. Ouais, ça c'est sûr et certain. Puis je vous le rappelle à la maison, Arbert Jacky, il reste 1 an à son contrat à 1,3 million. Il sera joueur autonome avec compensation, bien évidemment, à la fin de son entente. Bon, on parle de coût robuste, de robustesse et de physicalité depuis tout à l'heure. On a juste à se diriger du côté de la série entre le Lightning et les Panthers. C'est fou à quel point ça brasse. Je vous donne ça rapidement. Hagel sur Barkov. Ça a fait jaser beaucoup. Finalement, Hagel a été suspendu un match. Barkov a été en mesure de poursuivre la série. Tkachuk s'est vengé sur Gensel alors que le match était hors de portée. Il y avait clairement des intentions à ce niveau-là. C'était 5-1 à ce moment-là pour le Lightning. Les Panthers s'en allaient un peu nulle part, puis Tkachuk s'en est donné à cœur joie. Finalement, dans le dernier match, Ekblad sur Hagel avec un coup d'avant-bras vraiment sauvage. Aucune punition sur le jeu, mais finalement, la sentence est tombée. 2 matchs de suspension. Et un peu plus tard, Mikola sur Girgensson, qui était tellement vulnérable, à genoux, visage contre la bande. On lui envoie la tête là, de façon assez violente et percutante. Et à ce moment-là, aucune sanction, seulement qu'une amende de 5 000 $. Moi, j'ai un peu de difficulté avec tout ça, honnêtement, les gars. Je trouve qu'il y a des incompréhensions. À mon avis, c'était pire Hagel que Tkachuk. Parce que Barkov n'a pas la rondelle. Barkov est en train de tourner. C'est hyper sournois. Je comprends. Mais si tu donnes un match, dans ma tête à moi, il faut que tu donnes un match aussi à Matthew Tkachuk qui fait un geste
aussi très dangereux et très tardif sur Genzel. Ouais, je suis d'accord. Puis après ça, 2 matchs pour Ekblad, amende pour Mikola. C'est un peu arbitraire de où est-ce que la LNH va décider de mettre ses culottes, où est-ce qu'elle les met pas. Après ça, dans la série, Canadiens Capitals, pas eu de suspension du tout qui ont été décernées, même pas proche. On a donné des amendes, mais plus pour des raisons administratives. T'as pas le droit Ouais. de te pogner sur un banc, par exemple. Ouais, ou Donc, genre, je trouve ça curieux de pourquoi est-ce que dans cette série-là, on essaie d'intervenir pour mettre un frein, là, pour pas que ça mais dérape. on intervient-tu tant que ça, honnêtement? Ben, une suspension, c'est quand même... Hey, tu manques un match sur une série 4-7, ça fait mal. Là. Je le sais, mais ce sont des gestes vraiment disgracieux. Et tu vas me dire que les doubles échecs au visage aussi, c'était des gestes disgracieux, puis je te donne Le coup raison. d'Ovechkin sur Jake Evans. Mais pourquoi niveler vers le bas? Pourquoi est-ce qu'il faut se dire le standard de la série Canadien Capitals, c'est là, donc descendons ça? Mais il semble que tout aurait pu être amplifié. Donc, t'aurais donné une plus grosse suspension à Eagle, une plus grosse suspension à Ekblad. Assurément. Ah, mais c'est dangereux, là. Tu sors un joueur pour 4 matchs dans une série 4-7, par exemple. Là. Oui, mais c'est parce que de m'emmener, venez pas me faire croire après que la sécurité des joueurs vous tient à cœur. Ben, oui, c'est important, mais c'est aussi, je pense, le hockey des séries. On est plus permissif. On laisse le jeu aller. Ça fait partie de la game. Il y a plus de laisser aller. On va permettre ce jeu plus physique-là parce que c'est ce qui va attirer des codes d'écoute. C'est ce qui attire l'intérêt. Aux États-Unis, c'est vraiment ça que les gens aiment. Là. Niveau hockey, ils aiment ça la robustesse. Ils aiment ça quand ça frappe fort. Donc, on y va avec le minimum. Suspension d'un match, ça fait mal dans une série 4-7. Pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Au moins, il y a des sanctions qui sont données. Contrairement, par exemple, à la série Canadien Capitals où Ovechkin a arraché la tête à Jake Evans, puis il n'y a rien eu du tout. Ouais, mais ça, je suis d'accord, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le nom dans le dos. Puis ça, ça date de la nuit des temps. Le nom dans le dos aura toujours préséance sur le geste. Parce que la Ligue nationale de hockey le sait. C'est la vache à lait. C'est 895 buts. C'est la belle histoire. C'est les dernières années d'Alex Ovechkin le grand. Puis le paf, on ferme les yeux. Mais en contrepartie, tu vas te retrouver avec une situation où est-ce que Ekblad fait un coup, tu l'as raté, ou du moins tu as volontairement fermé les yeux. Ça, c'est sujet à débat. Il marque le but égalisateur. Il fait en sorte que son équipe, finalement, gagne le match. Donc, pas vraiment chaud de le suspendre. Mikola, je l'expulse sur le coup. Donc, c'est un peu comme s'il a déjà eu sa suspension. Fait que lui, on s'en lave les mains et on passe à d'autres choses. C'est là où est-ce que, des fois, j'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey... Puis, est-ce que l'arbitre, au moment qu'Ekblad donne le coup à Eagle, se dit « Ouais, mais Eagle, il a frappé Barkov. » Donc là, on lui rend la monnaie de sa pièce. C'est toute cette gimmick-là qui me dérange un peu. Les départements ne devraient pas être... On a l'impression que les départements sont tous un peu interreliés. L'arbitre devrait arbitrer. Le département de la sécurité des joueurs fera autre chose. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ben, c'est justement le point que je voulais apporter. Puis sans décortiquer chacune des infractions qu'il y a eu, puis suspension ou pas, ou peu importe, je pense que c'est un cas extrême des joueurs qui ont pris les grands moyens pour se faire justice eux-mêmes. Puis je pense que c'est là le gros problème dans cette série-là, puis de l'arbitrage en fait cette année, puis depuis plusieurs années dans la Ligue nationale. Puis c'est là que j'aimerais voir justement une démarcation entre les différents paliers. Je pensais à ça ce matin, puis j'étais comme... Là, on parle de « Ah, il y a eu une suspension, mais qu'il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu. » Ben, so be it, ça devrait arriver plus souvent. Puis je pense que plus ça va arriver, plus les arbitres vont faire attention de leur côté, puis plus ils vont mettre leur culotte puis appeler des pénalités sur des jeux qui vont être matière à révision par la suite. Puis plus on va en faire, plus on va faire mal paraître, entre guillemets, nos arbitres. Mais je pense que ça va se resserrer. À un moment donné, on n'aura pas le choix. On peut pas juste dire il n'y a pas eu de pénalité sur le jeu, donc on va fermer les yeux, puis ça n'existera plus. T'sais. Exact. Puis tu sais, je vous amène la situation, puis je la ramène aux Canadiens de Montréal, parce que parfois on dirait que si ça n'arrive pas à notre équipe, on est un peu plus détaché. Mais à la place de Mikola sur Girgensson, si c'est Rasmus Sandin sur Alex Newhook, c'est sûr qu'on veut une suspension. Ben oui. Le joueur est vulnérable à genoux devant la bande. C'est pas un hockey play, là. Souvent, on va pouvoir excuser des gestes parce que ça va vite. Le joueur a voulu aller chercher la mise en échec, open ice, corps à corps. Son rival a bifurqué à la dernière seconde. Geste de réaction, sort l'épaule, sort le coude, attrape la tête. Bon, ben, c'est un hockey play qui a mal tourné. Là, Mikola sait parfaitement ce qu'il fait. Là. Il va frapper un adversaire vulnérable. Moi, en n'agissant pas comme ça, je trouve que la Ligue nationale de hockey met la table pour un autre match violent dans le match numéro 5. Ah, ça, c'est certain. Puis, tu l'as dit, Jacob, au final, c'est les joueurs qui se font justice eux-mêmes parce que les arbitres font pas le travail.
Moi, une chose que je trouverais vraiment intéressante, puis ça pourrait être appliqué dans tous les sports, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas tenir les arbitres plus responsables qu'ils le sont? Comment ça se fait qu'après un match, les joueurs vont parler, les coachs vont parler, mais qu'un arbitre n'a pas à répondre aux questions des journalistes? Pourquoi est-ce qu'un arbitre aurait pas à se faire interroger, à se justifier sur certains points? Ils font jamais ça. Oui, mais on s'entend que ça ajouterait de quoi et ça ferait en sorte que les arbitres, je crois, oseraient plus et interviendraient plus dans les matchs parce qu'après ça, justement, ils vont se faire critiquer et ils vont devoir faire face à la musique. Peut-être qu'ils le feraient pas, mais pour moi, ce serait une solution, au moins juste en série, par exemple, tenir des conférences de presse des arbitres après les rencontres. Déjà, on a appris cette semaine, par exemple, que le superviseur de la série rencontre Kent Hughes. On avait un peu appris par accident, je ne sais pas à quel point Martin Saint-Louis était supposé parler de ça en disant on va surveiller l'embellishment, on va surveiller les plongeons dans le match, puis là, ils l'ont pas fait. Alors, je trouve que justement, ça aurait été intéressant. Peut-être ça peut être de rendre le superviseur disponible, mais au moins de rendre ces gens-là responsables pour leurs actes. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est que la Ligue nationale de hockey est tellement fière, veut tellement pas mal paraître, que je trouve que ça ouvre la porte justement à se faire critiquer. Et c'est ça le problème. C'est une ligue qui a décerné la perte d'un choix de premier tour au sénateur d'Ottawa parce qu'ils avaient oublié une clause. Et c'est la Ligue nationale qui paraît pas bien là-dedans. Tout de suite, la sanction, c'est une vraie grosse tape sur les doigts. On demande aux joueurs du Canadien d'éviter les débordements en avant-match. Arber Xhekaj accroche le patin de Dylan McIlrath. Suspension de 25 000, amende de 25 000 $ au Canadien de Montréal. Pendant ce temps-là, absolument rien pour des cross-checks de Nick Dowd d'en face à Caulfield puis à Gallagher l'autre soir. Je veux dire, à un moment donné, t'es comme... On parle tellement des deux côtés de la bouche, du côté de la Ligue nationale de hockey, ça en est frustrant. Et trop souvent, je trouve qu'on punit la conséquence et non le geste. On va regarder, le coup est dangereux, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le joueur par la suite? Est-il resté sur la glace? Ouais. A-t-il manqué du... Pourquoi tu penses que John Cooper est sorti dans les médias pour dire « By the way, Brendan Eagle ne jouera pas le prochain match ». Tous les entraîneurs-chefs, c'est day-to-day, on prend une décision avant parce qu'on veut dévoiler notre jeu. Non, il l'a sorti d'avance parce qu'il voulait accentuer la pression puis mettre les chances de son côté qu'Aaron Ekblad soit suspendu. C'est ça, la réalité. Là. Ouais. Puis au final, tu sais, c'est une ligue de jambon, la LNH, de la façon dont c'est géré. Je sais pas c'est qui racontait ça dans votre émission cette semaine dans le Club du matin, que Yvon Pedneau avait fait une entrevue avec Gary Bettman en 1993, quand il venait juste d'être nommé commissaire de la Ligue nationale. Et il avait dit que son premier objectif, c'était de travailler sur l'arbitrage pour rendre ça meilleur, rendre ça plus conséquent. Là, on est 32 ans plus tard, puis ça n'a pas été réglé. C'est un gros problème pour moi. Ouais, c'est Renaud Lavoie qui nous a rapporté les propos, puis tu fais bien de le rappeler, effectivement. Je pense que si c'était une priorité pour Gary Bettman, c'est un échec. C'est quoi les solutions? Est-ce que c'est de permettre aux juges de ligne d'appeler plus des punitions? Je le sais que ça se fait dans certaines circonstances, mais disons que c'est assez rare. Est-ce que ce serait pas de placer un arbitre dans les gradins, avoir une vue plus d'ensemble, se donner une idée générale, communiquer avec une oreillette tout simplement pour dire s'il y a infraction sur la séquence, ou on laisse ça aller puis on accepte tout simplement que le hockey de série, c'est un peu broche à foin. Puis contrairement à la zone des prises au baseball, ou contrairement aux autres sports, ben nous, notre livre des règlements change. C'est comme ça ici, puis ça va toujours être comme ça. Moi, je pense que tu l'as dit, la solution en fait que moi j'envisagerais, si tu veux pas avoir davantage de révision des arbitres puis allonger le temps, ben, tu dois avoir un arbitre qui est fantôme, qui révise toujours en temps réel, comme on révise en fait au niveau des buts refusés. Mais en fait, on va avoir quelqu'un qui va être là pendant tout le match puis qui va regarder les infractions puis qui va faire un petit call dans l'oreillette, hey, celle-là, tu l'as manqué, il faut revenir. Puis après, on révise, mais est-ce qu'on permet d'éviter un certain, tu sais, le problème de la VAR au soccer où que ça allonge les matchs, c'est long, d'avoir quelqu'un fantôme. Ouais. Mais ça, c'est des gens, là, si tu veux ça à longueur d'année dans tous les matchs qui se passent dans la Ligue, c'est vraiment un gros investissement. Là. Ouais, mais par contre, tu m'allumes sur quelque chose. Les règlements sont en place, la technologie, elle est là. Quand Jake Evans s'est fait visser par Alex Ovechkin, l'officiel sur la patinoire aurait très bien pu décerner 5 minutes majeures à Ovechkin, aller à la caméra, regarder les moniteurs et par la suite déterminer que finalement, ça ne sera que 2 minutes pour obstruction. Parfait, pas de problème. Au moins, vous avez pris une décision plus éclairée. Vous avez pris le temps de vous assurer que vous avez rendu la bonne décision sur la patinoire. Les règlements sont en place. Il ne suffit que d'utiliser les outils maintenant. Là.
Mais je pense qu'en ce moment, c'est ça le problème, c'est qu'on veut éviter d'utiliser ces outils-là. Tu sais, ça fait quand même un bout là, que c'est là, mais rares sont les fois où on voit l'arbitre aller regarder la séquence vidéo et réviser son jeu. On le voit de plus en plus, mais je pense que ça doit s'installer. D'avoir quelqu'un qui le fait à temps plein, Ouais. tu sais, d'office, je pense que c'est ça la solution. C'est sur ubet.io que vous pouvez parier avec le code RADAR. Inscrivez-vous et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Beaucoup de nouvelles aussi cette semaine, les gars. Moi, j'adore cette période-là de l'année parce que ça n'arrête pas de bouger. Mike Sullivan et les Penguins de Pittsburgh, c'est terminé. Ça faisait près de 10 ans qu'ils étaient ensemble. Souvenez-vous, il était débarqué à Pittsburgh, 2 Coupes Stanley en partant. On le décrit comme un player's coach. Il était très près de Crosby, de Letang. On sait que ça va vraiment être une grosse page qui va se tourner à Pittsburgh. J'ai envie de vous entendre à brûle pour point. Est-ce que la bonne décision a été prise dans le cas de Kyle Dubas? Je pense que oui, puis ça aurait peut-être même pu être pris plus tôt. À un moment donné, quand tu es un coach, ton message passe tout simplement plus dans le vestiaire. Après ça, les problèmes des Pingouins sont beaucoup plus grands que Mike Sullivan puis le coach. On s'entend, c'est une mauvaise équipe depuis plusieurs années. Puis les insuccès des Pingouins, ça date pas juste depuis qu'on rate les séries, là, depuis 2022, mais l'équipe avait gagné 2 Coupes Stanley à son arrivée. On s'est rendu au 2e tour aux séries en 2018. Mais depuis 2018, l'équipe n'a pas gagné une autre ronde des séries éliminatoires. Ça fait longtemps que ça tourne en rond à Pittsburgh. Est-ce que ça aurait pu être fait plus tôt comme changement? Peut-être. Mais je crois que c'est surtout annonciateur qu'il y a des gros changements qui s'en viennent à Pittsburgh. Est-ce que ça pousse Sidney Crosby vers la porte de sortie? Est-ce que ça incite... Parce que moi, personnellement, mon avis, je pense que Mike Sullivan n'a aucun problème à quitter les Penguins. Oh non. Je pense que ça fait son affaire, puis c'est vraiment une entente mutuelle, puis c'est comme ça que ça a été annoncé, le part ways, là, et non fired. Là. Je pense que Sullivan, dans le claquement de doigts, va se retrouver un poste. D'ailleurs... Pierre Lebrun a déjà dit, je pense qu'il y a 5 équipes qui l'ont déjà contacté. C'est le candidat numéro 1 en ce moment. Exact. C'était l'entraîneur-chef de l'équipe américaine. C'est un gros nom. Partout ce qui passe, ça va faire un impact immédiat. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Le point où est-ce que je trouve ça intéressant, c'est qu'en point de presse, Kyle Dubas a mentionné que Sidney Crosby n'a pas été consulté. Moi, ça m'a choqué. Je pense que c'est une situation extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire, c'est hors du commun. Sidney Crosby, c'est le visage de ta franchise. C'est celui qui a littéralement sauvé les Pingouins de la faillite. Ouais. Il est là depuis 20 ans. Il a tout donné à ton équipe. Je pense qu'il aurait mérité d'être consulté. Ça ne veut pas dire pour autant que tu ne prends pas la décision en bout de ligne. Mais il faut que tu prennes la peine de t'asseoir avec ton capitaine, avec M. Penguin de Pittsburgh, pour en arriver à une discussion. De l'annoncer comme ça, je me demande si Dubas n'essaie pas de pousser tranquillement Crosby vers l'intention de lui demander une transaction. Parce qu'on se souvient tous que Crosby a une clause. Est-ce que j'extrapole, les gars, présentement? Ben, pour moi, ce congédiement-là, puis la manière dont ça a été fait, la situation Crosby et tout, ça a le même effet pour moi que la lettre des Rangers quand on a annoncé la reconstruction. Pour moi, c'est le même message qu'on envoie, on prépare le terrain, puis justement, j'ai l'impression que c'est Dubas qui essaie de pousser ses vétérans vers la porte, que ce soit eux qui lèvent le drapeau blanc puis disent « Ok, c'est bon, on veut aller ailleurs », puis qu'il n'y ait pas besoin de faire le travail à ce niveau-là. Je pense qu'il va y avoir des gros changements du côté des Pingouins. C'est pas ça qui va tout changer. Un changement de coach, je ne veux pas faire qu'ils vont être bons du jour au lendemain l'année prochaine. Mais oui, je suis d'accord que ça annonce des gros changements puis peut-être la fin de Crosby à Pittsburgh. Mais des fois, je me demande ce qui se passe dans la tête à Kyle Dubas pour de vrai. Là. Il a pris cette job-là il y a 2 ans et il a été hyper agressif. Il a essayé de maximiser la petite fenêtre qui restait aux Pingouins pour essayer de gagner avec Crosby, Malkin et Letang. Mais il aurait pu aussi prendre la décision, rappelle-toi, d'échanger ou de laisser partir Malkin et Letang. Oui, mais... Il les signe. Et non seulement ça, après ça, plus tard, il s'en va faire une grosse transaction pour chercher Erik Karlsson. Parce qu'on le savait que ça allait pas marcher. Avoir Karlsson Letang dans la même formation, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas s'il sait vraiment ce qu'il est en train de faire pour de vrai, Kyle Dubas. C'est pas lui, par contre, qui a signé Malkin et Letang, c'est Ron Extall. Okay. Ça avait été fait au préalable. Et je pense que dans ton entrevue de directeur général, au final, tu soumets un plan. C'est Fenway Sports Group qui est à la tête de ça. Tu débarques et tu dis « Voici ce que moi j'ai l'intention de faire ». Après ça, si tu es embauché pour faire ça, tu exécutes ton plan. Donc, pour moi, la transaction Karlsson, c'est pas tant Kyle Dubas qui est à blâmer.
C'était la volonté des propriétaires de ne pas aller en reconstruction et de continuer à avoir des gens dans les gradins, de continuer à espérer mettre la main sur une Coupe Stanley. C'est sûr que Dubas a sa partie du blâme parce que C'est son idée à la base. c'est son idée à la base et c'est lui qui exécute. Mais ça faisait l'affaire du monde en place. On refusait de voir la réalité en face et on a voulu s'engager dans cette voie-là. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Tout le monde s'entend pour dire qu'Eric Carlson, c'est une gaffe. Écoute, je regarde la masse salariale des Pingouins, là. C'est l'enfer. Malkin est encore sous contrat l'année prochaine à 6,1 millions. Tu as Ross et Rackle qui gagnent plus de 5 millions jusqu'en 2028. Tu vas avoir un peu plus loin à la défensive Carlson, 10 millions pour encore 2 ans. Le Temps va jouer jusqu'à 40 ans, jusqu'en 2028. Ryan Graves, 5,4 millions jusqu'en 2029. Tristan Jarry, 5,3 millions jusqu'en 2028. Tu sais, tu disais, Jacob, inciter les vétérans à partir. Pas grand monde qui a de la valeur dans qui je viens de nommer. Là. Crosby, ça va. Là. Les équipes vont s'arracher Crosby. Là. On en parle quasiment sur une base quotidienne à BPM Sport, puis on offre 2, 3, 4 choix de premier tour. Là. Mais après Crosby, là... Non, parce que Malkin, c'est plus le joueur qu'il était. Non. Crosby, c'est stable. Là. Ça fait 3 saisons de 90 points qu'il fait encore. D'après moi, Crosby, là, il lui reste encore 5 bonnes années dans le corps. 5? Ben écoute, ça fait 3 années de suite qu'il fait 90 points. C'est un gars qui a tellement toujours pris soin de son corps, toujours eu la bonne attitude, pas un gars de party. C'est vraiment l'image du joueur de hockey parfait. Je pense qu'il lui reste au moins 2 autres saisons d'1 point par match. Puis après ça, il pourrait être même un joueur très efficace d'une 60aine de points par année. Ouais. Pour moi, Crosby, là, il peut jouer autant longtemps qu'il le souhaite. T'sais, il pourrait jouer jusqu'à 50 ans si ça y tente. Il prend tellement soin de lui. Après ça va dépendre de quel rôle je veux avoir, etc. Mais t'as raison que Malkin, sa production a énormément décliné. Même chose pour Christopher Le Temps. On est en territoire, là, les Pingouins ne le feront pas, mais on est en territoire de rachat de contrat quasiment tellement que c'est mauvais, cette histoire-là. Seulement 30 points pour lui cette année. Contrat de 6 millions jusqu'en 2028. Aucune valeur sur le marché des échanges. Parce que tu as un autre défenseur droitier à caractère offensif au sein de ton équipe. Oui, ça c'est sûr. C'est de la mauvaise construction d'équipe. Là. Ça, c'est c'est mal bâti, là. Il est là, le problème. C'est pour ça que Carl Dubas, moi, personnellement, je l'ai toujours trouvé surévalué. Quand tu regardes son travail qu'il a fait autant chez les Maple Leafs que là avec les Pingouins, le contrat. Tristan Jarry, là, a jamais prouvé vraiment qu'il était un bon gardien. Il avait une très bonne arrivée avec les Pingouins. Mais c'est un gars qui a toujours été blessé, qui a jamais prouvé qu'il peut être un numéro 1. Mm-hmm. Ce contrat-là, dès qu'il a été signé, on savait qu'il allait être mauvais. C'est vrai. Puis c'est pour ça que là, oui, les Pingouins veulent entamer une reconstruction. À part Crosby, quel morceau est-ce que tu peux vraiment avoir de la valeur en retour? Peut-être Carlson, si tu retiens son salaire, tu pourrais avoir de quoi d'intéressant. Tu pourrais retenir la moitié du 10 millions. Est-ce qu'un Carlson à 5 millions, c'est alléchant? Je pense qu'il y a certaines équipes que oui. Oui. Mais faut que tu maximises ta pièce centrale qui est Sidney Crosby. Oui, exact. Puis là, je serais curieux de vous entendre sur le point que je soulevais un peu plus tôt. Est-ce que selon vous, Carl Dubas aurait dû consulter Sidney Crosby avant de prendre la décision avec Mike Sullivan? Ben, je pense que oui, par respect, il aurait dû le faire. Ça dépend de sa relation avec Sidney Crosby. Ça dépend aussi du message qu'il veut envoyer. Si le message qu'il souhaite envoyer à son équipe et à Crosby, c'est celui qu'on pense, d'aller vers une reconstruction, puis il veut essayer de le sortir un peu de la ville, non. C'est mission accomplie, je pense, de ne pas l'avoir consulté et d'avoir fait un tel changement. Par contre, c'est lui qui gère l'équipe. Il n'y a pas de compte à rendre non plus à personne. Il est là depuis un certain moment, mais pas depuis les débuts de Crosby à Pittsburgh. Donc, est-ce qu'il aurait dû? Je pense que oui. Mais en même temps, est-ce que c'est dramatique au point que Crosby va vouloir partir à cause de ça? Je pense pas non plus. C'est pas dans sa personnalité à Crosby non plus. Je pense que c'est tellement un gars qui est sérieux, qui est là pour l'équipe. Je crois que si jamais Sidney Crosby veut partir, ce sera pas parce que Carl Dubas lui a pas demandé son avis par rapport à Mike Sullivan. Ça va être parce que il y a une équipe précise en tête. Puis il veut gagner une dernière fois. Qui veut rejoindre, puis qui veut gagner une dernière fois. Ouais. Est-ce que c'est au Colorado? Est-ce que c'est à Montréal? On en rêve. C'est peut-être ailleurs aussi. Là. On n'est pas dans sa tête à Sidney Crosby. Mais c'est sûr que au moment où Mike Sullivan a été congédié hier, que ce soit peut-être nos lunettes roses ou quoi que ce soit, mais les probabilités, aussi minimes qu'elles soient, de voir Sidney Crosby à Montréal, dans nos têtes, elles ont toutes augmenté un petit peu. C'est sûr. Mais en même temps, je regarde l'organigramme des Penguins de Pittsburgh, puis Carl Dubas, qu'est-ce qu'il a vraiment sous la main pour amorcer une reconstruction? On a échangé Brendan Yager pour aller chercher Rutger McGroarty. On avait repêché Owen Pickering qui a joué quelques matchs dans la Ligue nationale. Sinon, c'est très, très mince.
Même quand on a échangé Jake Gensel, on n'a pas été capable d'aller chercher réellement quelque chose d'intéressant. Pour les gens qui ne l'ont pas sous les yeux, c'est Cruz Lucius, Ville Koivunen, Vassili Ponomarev et Michael Bunting. Hey, t'as pas eu un choix de première ronde pour Jake Gensel, faut le faire, là. Rien pour Jake Gensel. Alors, en tout respect pour les joueurs, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un mauvais retour. Fait que, Puis on repêche mal depuis des années. on repêche très mal et on échange tellement de choix. Exactement. Fait que c'est... Sincèrement, je crois que la seule lueur d'espoir chez les Pingouins, si tu regardes le repêchage de 2026 avec Gavin McKenna, puis 2027 avec Landon Dupont, ou si t'es mauvais au bon moment, en fait, en un claquement de doigts, ta franchise est relancée. Ouais, puis moi, je te le dis, là, honnêtement, ça me ferait suer que les Pingouins prennent une page du livre des Blackhawks de Chicago. Ben oui. Puis après avoir perdu Kane et Taze, on ramasse Bédard. Là. Après Crosby, Malkin, Le Temps et compagnie, si on se mettait la main sur un Landon Dupont, laissez-en pour les autres. Mais ça, c'est mon opinion. Hey, parlant de coach, Rick Tocchet avait 5 ans sur la table de la part des Canucks de Vancouver. Il a dit merci, non merci. Honnêtement, les gars, je regarde la situation froidement du côté de Vancouver. Oui, c'est vrai, il a gagné de Jack Adams. Mais tu te retrouves dans une situation avec un Thatcher Demko, énigmatique, blessé, pas blessé, très bon, difficile. Surtout dans une situation avec Elias Pettersson, JT Miller, qui a fallu que tu gères toute la saison. Ça faisait les manchettes. Ça a été extrêmement compliqué. C'est venu polluer ton vestiaire. Et tu te retrouves dans une situation avec Quinn Hughes, qui encore une fois cette semaine a été lancé dans tout l'autobus par Jim Rutherford. On y revient dans quelques instants. Êtes-vous surpris que Rick Tocchet refuse l'offre des Canucks puis décide d'aller ailleurs? Surpris, je pense pas. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, tu regardes ça, puis c'est un contrat quand même à long terme de 5 ans. Est-ce que c'est vraiment l'équipe derrière laquelle tu veux te ranger? Est-ce que tu as les pions et les joueurs nécessaires pour te rendre loin? Je pense pas. Il y a tellement eu de distractions. Ça a dû être une saison tellement éreintante du côté de Vancouver, là, surtout en tant qu'entraîneur. Tu essaies de te relever, tu essaies de faire les séries, mais on dirait qu'à chaque fois que ça commençait à bien aller, il y avait quelque chose qui tombait de plus sur les Canucks. Donc pour lui, c'est sûr que le beau jeu, il va regarder ailleurs, puis je pense pas que c'est la meilleure équipe derrière laquelle se ranger. Donc surpris, non. Est-ce que j'aurais pu y croire qu'il continue cette association-là? Oui, parce qu'il y a quand même eu des bons moments, mais non, pas surpris. Non, puis... tu sais, on a parlé de Mike Sullivan qui devient le candidat de choix pour devenir un coach en chef. Rick Tocchet est probablement numéro 2 de cette liste-là. Donc lui, il va évaluer ses options. À Vancouver, ça tourne en rond. Ça risque d'être des années de misère. Pas nécessairement, tu sais, ça reste qu'il y a beaucoup de joueurs de grand talent dans cette équipe-là. Puis tu peux trouver moyen de gagner, mais tellement de mots de tête après mots de tête. Alors qu'il y a des équipes peut-être beaucoup plus compétitives qui pourraient lui offrir des contrats ou tout de moins des situations qui sont pas aussi compliquées à gérer. Fait que ça me surprend pas. Puis c'est désolant ce qui se passe à Vancouver. Pour de vrai, une équipe qui, il y a 5 ans, on les voyait comme la prochaine grande équipe de la LNH. Là. Et ça a été difficile, ça a été long avant qu'ils passent à l'étape suivante. Ça n'a pas été facile de faire les séries. Puis une fois qu'ils les ont fait, on s'est dit, bon, parfait. On est rendu, on est parti, puis c'est pour plusieurs années. Et finalement, quelques mois à peine, c'est la catastrophe. Ça te montre qu'il faut jamais rien prendre pour acquis dans la Ligue nationale. C'est pas parce que tu fais les séries une fois que tu es garanti de les faire pour les 10 prochaines années. C'est vrai. Ça peut se passer bien des affaires. C'est triste parce qu'on s'est auto-saboté du côté de Vancouver. Oui, il y a eu la Demko blessure, ça a été long et tout, mais la situation Pettersson-Miller, ça a tellement fait mal à l'organisation dans le moment présent, puis ça va tellement faire mal dans le futur à cette équipe-là. Là. Ouais, puis ça fait peut-être mal même, je te dirais, à l'héritage de Quinn Hughes. Parce que quand tu as de la chicane comme ça dans ton vestiaire, c'est toi qui portes le C. Là. Ouais. C'est toi qui dois tenir, qui est un genre de colle au sein de ton vestiaire, puis qui doit s'assurer que tout le monde pousse dans la bonne direction. Mais là, c'est d'ordre public. Puis je ne sais pas si ça l'a pas affecté Quinn Hughes à un point de se dire, lui, là, a-t-il envie de poursuivre son association là-bas? La semaine dernière, Rutherford a mentionné Quinn Hughes a l'intention de jouer avec ses 2 frères parce que nous, ce ne sera pas une question, ce ne sera pas un problème l'argent. On va lui offrir l'argent, mais peut-être qu'il ne prendra pas le contrat. Je vous le rappelle, Quinn Hughes est encore sous contrat pour 2 autres années après la présente campagne à 7,85 millions. Qu'il mentionne ça autant à l'avance, d'après moi, ça prépare quelque chose. Et là, suite à la nouvelle que Rick Tocchet ne sera pas de retour avec l'équipe, Rutherford a mentionné « Ah oui, mais après avoir dit ça, après avoir eu ma discussion avec Tocchet, j'ai essayé d'appeler Quinn Hughes. Il me répond pas. D'après moi, il doit être en train de jouer au golf, mais pour l'instant, il ne répond pas à mes appels. » Tu jettes ton capitaine en dessous de l'autobus. Là. Pourquoi est-ce que Jim Rutherford, président de l'équipe,
2 fois en l'espace de quelques jours seulement, fait mal paraître Quinn Hughes publiquement. Il prépare le terrain à une transaction, c'est certain, pour essayer de gagner le support du public de quand ça va arriver. Parce que si tout ça, on ne le savait pas, il n'en avait jamais parlé publiquement, on se réveille un matin en juin, Quinn Hughes est changé, là, ce serait la consternation chez les fans des Canucks. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu commences à les préparer mentalement de toutes ces choses-là. Hey, il aimerait ça jouer avec ses frères, il veut peut-être pas rester longtemps à Vancouver, il répond pas à mes appels. Donc, tu prépares les partisans à ça. Et là, pour moi, c'est inévitable comme situation. C'est certain je veux pas dire c'est sûr qu'il se fait échanger, mais on va entendre beaucoup de discussions dans les prochaines semaines entourant Quinn Hughes. Puis en entendant ça aussi, il lance peut-être des perches à d'autres DG en disant si vous avez des offres pour Quinn Hughes, appelez-moi puis je suis à l'écoute. Moi, je te le dis, puis je pense que tu as raison, là, j'en tire les mêmes conclusions. Je dirais pas que c'est certain non plus, parce qu'on parle de l'élite. Là. On parle d'un défenseur qui, cette semaine, effectivement, est nominé pour le Norris. Ses 3 dernières saisons, 76 points en 78 matchs, 92 points en 82 matchs et 76 points en 68 matchs. 3 saisons, points par match, là, ou presque. C'est exceptionnel ce que Quinn Hughes il a 25 ans. Puis il est solide sur la patinoire. Là. Ouais. C'est vraiment l'âme de cette équipe-là. Et pourtant, on le pousse dans l'opinion publique. Ça me rappelle, jusqu'à une certaine mesure, les années de Piquet Souban à Montréal. Ouais. J'étais dans les médias à l'époque. Et je les entendais, les discours, comme quoi, à la moindre occasion, Piquet Souban avait des critiques qui étaient dirigées vers lui. Je pense pas que ça déplaisait aux Canadiens de Montréal. Je pense que le Canadien préparait, pas eux directement, là, mais avec l'opinion publique qui dégradait de Piquet Souban, ça facilitait la transaction. Ça prend moins, même si ça a fait un ongle de choc, on s'entend. Là. Oui. Mais ça passe un peu mieux parce que tu as déjà quelques pourcentages qui sont intéressés à l'option de la transaction. Et je ne sais pas si présentement c'est ce qu'on fait du côté de Jim Rutherford, mais d'après moi, il fait pas ça pour rien. Là. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est vraiment un parallèle intéressant que tu viens de faire parce que tu as raison que on dirait que la transaction Subban, elle a rapidement quand même été acceptée, puis on a rapidement été capable de passer le message. Parce qu'au final, c'est ça, quand tu échanges une super vedette, faut que tu aies une justification. Je vais faire un parallèle dans un autre sport. Dans la NBA, les Mavericks de Dallas, cet hiver, ont échangé Luka Doncic, qui est possiblement un des 3 meilleurs joueurs de la Ligue. Sur certains soirs, c'est le meilleur joueur de basket au monde. Mais c'est sorti d'absolument nulle part. Et toujours à ce jour, on n'a pas de justification qui est sortie. Et là, les gens veulent la tête au directeur général. Ouais. Alors que si, lentement, tu prépares le terrain, tu es capable de gagner lentement l'opinion publique, là, une fois que la transaction passe, ben, t'essuies beaucoup moins de critiques. Je te dirais que c'est peut-être le retour aussi de Doncic qui a fait ça parce sûr. que si tu avais obtenu chez Gilgeous-Alexander ou si tu avais obtenu un joueur intéressant en retour, tu comprends un peu le raisonnement du directeur général. Ouais. Même chose pour Piquet Souban à l'époque. Tu allais quand même chercher capitaine Canada, défenseur de renom avec l'aura de chez Weber. Oui, plus vieux. On s'entend tous pour dire que on avait quand même un choc à l'époque, mais au moins on comprenait mieux la transaction. Mais ça reste que si Quinn Hughes est sur le marché, ils vont recevoir des offres de partout. Et honnêtement, les Canucks, c'est peut-être ce qu'ils ont besoin. S'ils veulent un nouveau départ et qu'ils veulent vraiment repartir avec un nouveau noyau de nouveaux joueurs, moi, personnellement, je le ferais pas. Je bâtirais autour de Quinn Hughes. J'essaierais plus d'échanger Elias Pettersson, mais bonne chance avec son contrat à 11,5 millions. Mais si les Canucks vont dans ce sens-là, attendez-vous un retour absolument astronomique. Là. On a clairement une situation d'un directeur qui veut faire passer son propre capitaine comme le vilain dans l'histoire. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va se rendre. Est-ce qu'il va y avoir d'autres sorties médiatiques, que ce soit du côté du clan Hughes? Son agent, à un moment donné, va certainement commencer à dire quelque chose. Il ne va pas laisser son joueur se faire salir comme ça dans les médias. J'ai hâte de voir. J'ai l'impression qu'on est sur un terrain assez glissant du côté de Vancouver. Puis est-ce qu'on prépare une transaction déjà pour cet été pour mettre fin à tout ce cirque-là? Je sais pas. Je serais pas surpris que dans les prochaines semaines, il y a des histoires qui sortent de la part de certains des insiders de il se passe ci à Vancouver. Puis là, c'est le retour du balancier. Du clan Hughes, son agent, tout ça, qui essaie de repasser un message
pour regagner l'opinion publique si jamais Ouais. il y a un divorce entre les deux. À surveiller les Canucks de Vancouver sans l'ombre d'un doute. Tu as mentionné que Mike Sullivan et Rick Tocchet étaient 2 candidats de choix en vue de cette danse, là, un peu, là, l'échange des différents entraîneurs-chefs qui vont se promener un peu partout. Je t'en amène un autre qui s'est immiscé dans la danse, Oli. Le retour de Joel Kenville. Il aurait passé une entrevue avec les Ducks d'Anaheim, et on dit que ça se serait très bien passé pour Kenville. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Il y a plusieurs partisans des Ducks qui ont manifesté en étant contre, évidemment, pour des raisons évidentes. Là, pour les gens qui ne se souviennent pas, Joel Kenville avait dû démissionner de son poste avec les Panthers suite aux allégations avec les Blackhawks de Chicago qui étaient tombés là, dans les dernières années. Mais il faut reconnaître que c'est un excellent entraîneur-chef. Sur quel pied tu te poses, Oli? Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent on est prêt à tourner la page ou tu ne veux pas revoir Coach Q dans la Ligue nationale? Moi, je suis quelqu'un qui croit aux deuxièmes chances. C'est juste qu'après ça, est-ce qu'en tant qu'organisation, tu es obligé d'être celle qui offre cette deuxième chance-là? Est-ce que Joel Kenville, point de vue hockey, là, c'est-tu vraiment le coach que les Ducks d'Anaheim ont besoin et que tout le backlash que tu vas avoir de la part de tes partisans, de la part des médias, tout ce que tu vas devoir gérer niveau gestion de crise, là, ça vaut la peine pour ce qu'il va t'apporter sur la glace? Je suis pas sûr. Parce que les Ducks d'Anaheim, on le sait, c'est une jeune équipe. Greg Cronin, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est un gars de la vieille école. Le courant passait moins avec les jeunes joueurs. Mais Joel Kenville, c'est exactement la même chose, là. C'est un coach de 66 ans. C'est un coach qui est habitué à coacher des équipes de vétérans. Je suis pas sûr que ce soit le bon fit pour cette équipe-là avec les Ducks d'Anaheim. Je suis pas sûr que ça vaudrait la peine de t'embarquer dans ce cirque-là. Mais en même temps, puis ça c'est intéressant parce que c'est du point de vue des Ducks, du point de vue de Kenville, de débarquer en Californie, dans un marché où est-ce que le hockey n'est pas roi et maître, dans un marché où est-ce que, et ça on l'oublie peut-être un peu, ils ont leur propre broadcast, les Ducks d'Anaheim. Le Canadien de Montréal a TVA Sport, a RDS, a TSN et à l'occasion quelques matchs à Sportsnet. Les Ducks d'Anaheim, les matchs sont présentés par les Ducks d'Anaheim. C'est beaucoup plus facile de contrôler un message à ce moment-là lorsque tu as un entraîneur-chef un peu radioactif qui débarque. Fait que je pense que pour Kenville, peut-être que c'est pas la meilleure équipe pour lui sur papier. Ceci dit, je pense qu'on pourrait s'obstiner là-dessus parce que moi, je pense que les Ducks sont prêts à passer à l'autre étape. Puis des Mason McTavish puis des Jacob Trouba, je pense que ça rentre quand même bien dans son ADN, mais ça, c'est un autre dossier. Mais je pense que le fait que c'est pas un gros marché où est-ce que tous les projecteurs sont braqués sur lui, où est-ce que les matchs sont à 22h le soir, là, tu sais, je pense qu'il rentre un petit peu plus dans l'incognito. S'entend, là, que s'il débarquait... Mais comme Stan Bowman à Edmonton, ça avait fait tout un tollé. Exact. Tu sais, je reprends tes mots, Desos, il n'y a pas meilleur marché pour qu'il fasse son retour dans la Ligue nationale. Oli, tu parlais de la balance entre le tapage médiatique, partisan, puis le rendu sur la glace. Écoute, il y a bien une place où que cette balance-là va peut-être être respectée, puis même en faveur du point de vue hockey, c'est certainement Anaheim. Mais c'est tellement nébuleux, cette histoire-là, puis même après toutes ces années, c'est encore nébuleux. C'est difficile de se positionner puis de dire qu'il mérite de revenir dans la Ligue nationale. Rendu là, si Bettman et compagnie donnent le go pour qu'il revienne, il n'y a pas de problème qu'il y ait Anaheim. Je pense qu'Oli a mis le doigt sur le bobo. Stan Bowman a brisé la glace. Ouais. Une fois que Stan Bowman est revenu, pourquoi Kenville ne pourrait pas revenir? Moi, écoute, je suis full pour les deuxièmes chances, puis c'est bien correct. Puis honnêtement, c'est pas lui direct. Il a fermé les yeux. Ouais. Et il a une part du blâme à porter. C'est quand même pas lui qui a fait les actions non plus envers le joueur des Hawks. Non. C'est Kyle Beach, il n'a pas eu à subir Joel Kenville. Joel Kenville n'est pas venu à son aide, on s'entend tous. Fait que c'est là où est-ce que c'est pas évident à naviguer, mais parce que Stan Bowman a déjà brisé le plafond de verre, je me demande si ça permettra pas une réinsertion de Joel Kenville un peu plus facile dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense qu'il va revenir, personnellement. Il y a trop de bruit. Habituellement, quand il y a du bruit, ça s'ensuit. C'est tout un coach aussi. Là. C'est tout un coach. Puis c'est pas avec les Ducks. Ben, des coachs en veux-tu, en v'là. Évidemment, il ne retournera pas coacher les Blackhawks. Non. Mais il peut aller du côté de Boston, il peut aller du côté de le Kraken, il peut aller avec les Canucks, il peut aller avec les Flyers, tu sais, les Rangers. D'ailleurs, les Rangers qui ont prolongé Chris Drury. C'est un excellent travail. Ben évidemment. Puis je pense qu'au final, ça, c'est juste James Dolan
sais, on entendait beaucoup les joueurs qui étaient mécontents du travail de Chris Drury, qui avait beaucoup d'animosité, des choses qui n'avaient pas passé, Barclay Goodrow au balotage, toute la saga Jacob Trouba. Puis là, ça, c'est James Dolan, le propriétaire des Rangers, qui vient dire à travers tout ça, non. Drury, c'est mon homme, puis c'est son équipe, puis si vous avez des problèmes avec, vous allez devoir dealer avec Chris Drury. Donc, c'est un gros vote de confiance qu'on vient de lui faire. Là. Effectivement. Énorme vote de confiance à l'endroit de Chris Drury. On verra dans quelques années si ça aura été la bonne décision. Sur ubet.io, allez vous inscrire avec le code RADAR et profiter d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Les gars, on va se parler un petit peu de gardien de but. Connor Hellebuyck, fidèle à son habitude en séries éliminatoires, c'est pas facile. Le futur espionneur du trophée Vizina, parce que je pense que c'est dans la poche. Encore une fois, c'est compliqué, les gars, en série. Je suis pas en train de dire que les Blues, c'est un défi facile puis qu'ils auraient dû les piétiner. Mais on sent que Connor Hellebuyck en arrache. Puis je regarde ses chiffres lors des 2 derniers départs. 6 buts accordés, 5 buts accordés, 760 et 722 de pourcentage d'arrêt. Les 2 fois, il obtient le crochet alors qu'il n'a pas été chassé d'un match cette saison. Va-t-il pouvoir rebondir dans le match numéro 5? J'ai rarement vu une situation comme ça d'un gars qui est aussi dominant en série. Tu l'as dit, là. Saison. En saison, oui. Oui, en série, c'est le contraire. Il va gagner un 3e Vézina. Depuis les années 80, là, des gardiens avec 3 Vézina, t'as Martin Brodeur, Patrick Roy, Dominique Hachek et Connor Hellebuyck. Il est dans une catégorie élite, historique, légendaire. Puis en série, c'est un joueur complètement différent. Je sais pas c'est quoi qui se passe dans sa tête, parce qu'aux 4 Nations, il n'avait pas été mauvais pour les Américains. T'sais, on aurait pu s'attendre à ce qu'il choke ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas. Et là, en plus, c'est que ça fait une accumulation. C'est pas une mauvaise série. On est sur 3 années de suite en série où il est tout simplement atroce. Puis je sais même pas ce que tu fais dans la situation des Jets de Winnipeg. T'as pas le choix d'y faire confiance, de continuer avec lui. Ah là, t'as pas le choix. Il y en a qui disaient de mettre Eric Comrie dans le filet. Arrêtez. Non, tu vas ride or die. Tu vas mourir avec Connor Hellebuyck. Puis écoute, ça se peut même qu'il gagne le Hart, là. Il va avoir des votes. Je suis pas sûr qu'il va le gagner, mais il va avoir des votes, ça, je te rejoins. Je pense qu'il va être finaliste même. Si tu regardes les preneurs au livre, c'est lui et Draisaitl qui sont les 2 favoris présentement pour le Hart. Mais est-ce qu'il va rebondir? Non. Écoute. Donc toi, tu mets tes œufs dans le panier de Saint-Louis. Ouais. Ah oui, puis j'avais pris Saint-Louis en 7 pour gagner cette série-là. Je m'attendais à cette déconfiture-là de la part de Hellebuyck. Ça me surprend pas. Parce qu'à un moment donné, tu le fais 1 fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois. Qu'est-ce qui change? Rien. Ouais, moi aussi, j'avais mis Saint-Louis en 7, mais je suis pas 100% convaincu. Je pense que la foule peut aider Hellebuyck. À un moment donné, t'as l'orgueil. Tu peux pas être aussi dominant, puis tout s'écroule. Là. Je m'attends à un bon match de Hellebuyck dans le match numéro 5. J'espère me tromper, puis j'espère avoir raison avec les Blues. Surtout, je vais pouvoir écœurer Gilbert, qui a encore pris les Jets et Connor Hellebuyck pour son contre-smite. Fait que j'espère vraiment que les Blues vont être capables de les battre. T'en penses quoi, Jacob? Ben, il me semble qu'on se disait ça l'année passée. Ça va être son année. Il va être capable. Il l'a pas fait. Là, on se dit, faut-tu commencer à s'inquiéter du côté des Jets? Faut-tu penser à un autre gardien d'avenir? Puis là, on rentre en série, c'est encore la même chose. Puis là, on voit qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter. C'est grave, là. C'est un gardien élite qui, pendant la première série de premier tour, on est rendu au 5e match, je pense, le prochain match, si je me trompe pas, et on se demande si on fait jouer le substitut. Ouais. C'est grave, là. Comme Oli a dit, je me rappelle pas de situation comme ça dans le sport professionnel. Mais je pense, sincèrement, que si les Jets réussissent à battre les Blues, ils pourraient se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Ben, ça dépend comment ils les battent. Je Parce sais. que s'ils les battent parce qu'ils ont gagné 7-5, pas sûr. OK, fine, je te l'accorde. Mais si Hellebuyck joue bien, je pense que ça pourrait être la petite coche qu'il a besoin pour retrouver son rythme et repartir par en avant. Je pense. C'est un gros si quand même. C'est un très gros si. Que tu es en train d'émettre parce que, tu sais, même au début de la série, quand les Jets avaient pris les devants 2-0, Hellebuyck avait pas bien joué. Là. Il avait accordé beaucoup de buts. Je pense que c'était en premier match, 3 buts en première période. Ça avait été mal parti, mais il s'était repris dans le deuxième. Dans le deuxième match, il avait été dominant. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ça reste que là, on est sur une tendance lourde. Dans les 3 dernières séries de Connor Hellebuyck, 4 victoires, 10 défaites, 863 pourcentage d'efficacité, 4,27 de moyenne de buts alloués. C'est... Écoute, j'ai quasiment l'impression qu'un gardien de la East Coast aurait des statistiques pas juste un mauvais but, là, c'est catastrophique. Là. Ouais. Et au deuxième tour, si jamais on est capable de passer Saint-Louis,
on a rendez-vous avec les Stars ou l'Avalanche du Colorado. Ouais, c'est pas facile. Ça sera pas facile. Mais je pense, mon point, c'est plus de dire, c'est le genre de personne qui a besoin, tu sais, des fois dans la vie, tu frappes tout le temps le même mur. Ouais. Tu as besoin d'être capable de sauter cette embûche-là puis de passer à autre chose. Et là, par la suite, la confiance revient. Je pense que c'est un peu ça, Connor Hellebuyck, présentement. Sera-t-il capable de le faire? Je ne le sais pas. Et la décision, on pense pas qu'elle va être prise pour Eric Comrie, avec raison. Les Oilers, eux, l'ont pris. Stuart Skinner, merci beaucoup. Ça ne fonctionne pas. Voici Calvin Pickard. Depuis les Oilers, c'est une équipe transformée. OK, oui, C'est pas la même chose non plus, Skinner puis Hellebuyck. Non. On s'entend, là. C'était pas le point, là. Le point, c'est de dire que on a décidé de passer à un autre appel. Ouais. Ça a semblé fouetter les Oilers. OK, on joue pas si bien que ça non plus. Les Kings sont capables de jouer du bon hockey. Mais au final, on va chercher des victoires. 3e victoire de suite alors qu'on tirait de l'arrière hier du côté des Oilers d'Edmonton. Et là, on mène présentement 3-2 dans la série. Puis tu regardes les lancers au filet hier, c'est une domination complète. Là. 46 lancés pour les Oilers contre 22 pour les Kings. Je pense qu'on avait tous mis les Kings à la station, sauf Georges et Ben. Vraiment, ils me surprennent, les Oilers, les finalistes de la Coupe. Ils sont chanceux. Pour vrai, là, ils sont vraiment chanceux de tasser Skinner puis que Pickard, ça colle directement. C'est fou, là. T'sais, on dit toujours que c'est une équipe qui a juste de l'offensive, qui a les problèmes de gardien. Effectivement, entre en série, problème de gardien. On tasse notre gardien numéro 1, puis finalement, ça fonctionne. Ils sont vraiment chanceux, puis tant mieux pour eux, ils ont réussi à trouver leur homme devant le filet pour une période de quelques matchs. Là, on va rester à voir si ça va durer, là. Mais moi, c'est le mot chanceux qui me revient en tête là, quand je pense. Le pire, c'est que cette équipe-là a voulu, il y a quelques années, investir dans un gardien de but numéro 1. On n'a pas misé sur le bon cheval. Non. On a donné un gros contrat à Jack Campbell. Ça a très, très mal viré. Là. Ouais. Mais on a eu cette volonté-là de s'améliorer devant le filet. Puis depuis, on s'entête à se dire « Ah, mais Skinner, il est jeune. Puis il est bon. » Mais tu sais, les Oilers auraient quand même être plus agressifs pour se trouver une meilleure solution devant le filet. Ottawa, là, ça n'a pas coûté très cher aller chercher l'aîné sur le marque. C'est quoi, un choix de premier tour à peu près? Là? Ça a coûté Dean Letourneau, ça a coûté Kastelik, je pense, dans cette transaction-là. Je vais aller voir, là, mais tu sais... Et ça, en plus, ça coûte pas super cher un gardien numéro 1 potable dans la LNH. Dans ta division, là. OK, donc Kastelik, Korpisalo et un choix de première ronde qui est devenu Dean Letourneau, qui était un choix de le 25e choix. Tardif. Ouais. Bon, Dean Letourneau, by the way, il est pourri. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. On verra si il joue au secondaire, genre au coin de la rue ici. Là. Ouais, mais c'est un géant. Là. On est allé le chercher parce que Dean Letourneau fait 6 pieds 7, mais cette saison, dans le hockey, à Boston College, 3 points. 3 points. 3 aides, 36 matchs. Watch out. Et ça on parle que Korpisalo avait une valeur négative là, à travers ça. On parle d'une équipe, d'une transaction interdivision. En plus, on parle d'un gars qui a gagné le Vézina. Là. On parle d'une équipe, les sénateurs d'Ottawa, en faisant cette acquisition-là, tentaient justement d'aller déloger les Bruins en série. Newsflash, c'est exactement ce qui est arrivé. Ouais. Fait qu'au final, si les Sens ont été capables de faire cette transaction-là, les Oilers n'ont pas d'excuse, outre que la masse salariale. On est allé donner des contrats à Jeff Skinner, on est allé donner des contrats à Victor Arvidsson. On pouvait plus signer Holloway et Brobert qui sont partis à Saint-Louis avec des offres hostiles. Et on se retrouve encore une fois cette année dans la même situation. Nos gros canons nous tiennent en vie. Et là, on peut inclure Evan Bouchard qui connaît quand même des séries exceptionnelles. Mais on gagne par la peau des dents. Là. Mais c'est justement ça, c'est qu'on a toujours l'argument qu'on est capable de gagner sans un gardien qui a de l'allure. Donc, tu te ramasses en finale de la coupe, là après tu te dis, bon, c'est quoi ma priorité numéro 1? Certainement pas un gardien, j'ai réussi à me rendre là avec ce qu'il avait quand même été bon en série l'an passé, Skinner. Oui, incroyable. Mais... il avait été très bon dans les matchs tardifs. 4-5-6-7, là, il y avait des excellentes statistiques. Mais ça reste que si on faisait un classement de tous les gardiens de but numéro 1 de la Ligue, il n'est pas top 20, là. Non, puis il est beaucoup plus proche de 32 que de 20. Puis écoute, je pense que Stan Bowman, c'est pas un bon directeur général. Là. À Chicago, l'équipe qui a gagné 3 Coupes Stanley, c'est pas lui qui l'a bâti, c'était Dale Tallon. Après ça, depuis qu'il est arrivé à Edmonton, tu l'as dit, la gestion des contrats avec Skinner, tout ça, laisser partir Broberg et Holloway. C'est pas lui qui a géré Skinner, par contre. À ce moment-là, c'était Jeff Jackson. Il y a eu cette période-là de transition dans la saison morte entre Ken Holland et Stan Bowman, que c'est Jeff Jackson qui a pris quelques décisions au 1er juillet. C'est vrai, ça. Lui, il est arrivé juste avant les offres hostiles. Ça, c'est vrai, t'as raison. Alors ça, il était pris avec ça. Mais c'est surprenant. Puis écoute, on verra ce qui se passe à la fin de la carrière de Connor McDavid, mais
si ce gars-là, Edmonton, sont incapables de gagner une Coupe Stanley avec lui, parce que t'as jamais été capable d'aller chercher un vrai gardien numéro 1, une vraie défensive, de la profondeur en attaque, ce serait historique comme manque. Ça devrait être illégal. Là. Ils devraient tout aller en prison, les dirigeants des Oilers, si ça arrive. Là. Mais honnêtement, je pense que la série contre les Kings, si on est capable de battre Los Angeles pour une 4e année de suite, ça sauve un peu les meubles avec McDavid. Oui. Parce que s'ils perdent là, je suis pas convaincu à 100 000 % qu'il y aurait prolongation de contrat cet été, comme Leon Draisaitl le fait l'année dernière. Et on se retrouve un peu dans la même situation du côté de Mitch Marner à Toronto. Ouais. En retard maintenant, 3-2 dans la série, les Sénateurs peuvent encore y croire. Là. C'était 3-0 Toronto. On était en plein contrôle. Et là, hier, les Maple Leafs sortent complètement flat. Ouais. Et on permet aux Sénateurs de forcer un match numéro 6 à la maison. Si jamais il y a catastrophe ou genre miracle, voyez-le comme vous voulez, et que les Sénateurs renversent la vapeur et gagnent la série, si je suis Mitch Marner, Moi, je pars. je veux rien savoir de re-signer à Toronto. Impossible. Puis, imagine juste la pression dans le vestiaire des Leafs présentement. Tu sais, les Sénateurs ont rien à perdre, tout à gagner. Pour moi, tu as totalement raison. Je pense que le futur de Mitch Marner avec les Leafs va vraiment dépendre du parcours en série. Même s'ils se rendent au deuxième tour puis ils perdent au deuxième tour, je sais pas à quel point il va vouloir rester, compte tenu qu'il risque d'avoir des offres tellement lucratives l'été prochain. Je serais pas surpris si tu me dis que Mitch Marner devient le joueur le mieux payé de la Ligue le 1er juillet. Sincèrement, il y a des équipes qui vont lui lancer des ponts d'or, surtout avec le cap qui augmente. Et je le blâmerais pas de vouloir quitter Toronto. Alors, si on n'est pas capable, encore une fois, de se rendre jusqu'au bout, là, cette équipe-là, il y a quelque chose il y a un courant d'air qui passe pas, il y a une culture, il y a quelque chose qui fonctionne tout simplement pas. Écoute, c'est quoi? C'est rendu qu'on a une fiche de 1-14, je pense. 1-13. 1-13. Dans les matchs où on peut sceller l'issue d'une série. 0-30 sur le power play. Ça s'invente même pas. C'est des chokers professionnels. Là. Ouais. Puis c'est intéressant, c'est que je reviens à ton point tout à l'heure que tu as fait sur Hellebuck dans la manière. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand on a enfin passé au deuxième tour et que là, on avait brisé la malédiction, on s'est fait défoncer en deuxième ronde par les Panthers de la Floride. Alors, c'est comme si ça n'avait même pas été bénéfique parce qu'on n'a pas réussi à s'enlever cette couche-là qui est sur nous, qui est incapable de se décoller. On a encore l'étiquette. Puis Marner, le pire, c'est que à la Coupe des 4 Nations, il a fait le gros jeu. Ouais. Et je pensais que ça le transporterait en série cette année. Je pensais j'ai prouvé à tout le monde que dans des moments importants, je suis capable de performer. J'aurais pensé qu'il aurait su élever son jeu. On verra, là. C'est loin d'être terminé, cette série-là, mais je vous pose la question. Présentement, préférez-vous être un partisan des Sénateurs ou un partisan des Maple Leafs? Écoute, après le match d'hier, je pense, des Sénateurs, là, être partisan de Toronto, j'aurais bien trop peur en ce moment. C'est le même mauvais film qu'on revoit à chaque année. C'est les mêmes séquences, c'est les mêmes séquences d'entraque au banc où qu'on voit le noyau des Leafs être fâchés, être frustrés, briser des bâtons, des choses comme ça. C'est la même chose tout le temps. Puis je pense que le problème des Leafs, c'est qu'on donne des raisons de croire à notre adversaire à chaque année. Mm-hmm. Hier, 4-0, tu l'as dit, on sort flat. Il n'y a rien de bon dans ce match-là. Écoute, t'avais rien qu'à jouer. Ne serait-ce qu'un bon match, peut-être t'incliner, mais les Sens auraient moins de raisons d'y croire. Mais là, ils se sont dit, waouh, on a réussi à leur domicile les battre 4-0. Exactement. Qu'est-ce qui nous empêcherait de revenir à la maison, les battre et de retourner le refaire? Et tu parles de raison d'y croire. À travers ça, tu as Linus Ullmark, qui avait gagné son premier match en 2 ans dans le match numéro 4. Hier, écoute le blanchissage de 29 arrêts. Prends confiance. Et les Sénateurs, s'ils veulent passer au deuxième tour, ça va passer par Ullmark. Ça passera pas nécessairement par Claude Giroux, ou par Dylan Cousins ou par Thomas Chabot. Évidemment, c'est un jeu d'équipe. Mais tout ça part de Linus Ullmark, la grosse acquisition qu'on a faite. Enfin, on a un gardien de but digne de ce nom qui avait des séries quand même difficiles par le passé en carrière. S'il lui prend confiance, il peut faire la différence dans le match numéro 6. Et est-ce que les Leafs veulent vraiment avoir un match numéro 7? Puis, tu parles de, justement, le gardien, les Sénateurs qui ont fait le gros coup pour aller chercher Ullmark. Chez les Maple Leafs, là, on n'est pas loin des Oilers d'Edmonton non plus, où année après année, devant le filet, on n'arrive pas à trouver la solution. Stolarz a eu une bonne saison, puis je crois pas nécessairement qu'il C'était bien commencé, Stolarz. Ouais. Il a donné juste je crois pas deux qu'il est buts au à blâmer final, dans la série, mais on s'entend, là. Stolarz, c'est un backup de carrière. Tu sais, ils investissent dans des Joseph Woll, dans des Anthony Stolarz. À un moment donné, faut que tu payes le gros prix pour aller chercher le gardien parce que c'est une constance pour ces équipes-là. On le sait qu'en série,
le gardien, là, ça fait foi de tout. Ouais. Tu peux avoir un gardien qui est hot, puis tu vas te rendre loin. Mais quand ton gardien, c'est un gardien élite, tu as beaucoup plus de chances qu'il soit hot, puis qu'année après année, il va être performant en série, à la place de t'accrocher sur des gars que... Ouais. Écoute, Jack Campbell, Ilya Samsonov, Joseph Matt Murray. Wall, Matt Murray. Le dernier vrai gardien de but numéro 1 qu'on a eu, c'est Frederick Anderson. ouais, qu'on n'aurait Puis- jamais dû laisser partir. Et le problème, c'est que, parce que c'est Toronto, parce que les gens vont consulter les TSN et les Sportsnet de ce monde, ces gardiens de but-là sont glorifiés. Donc, on demande, c'est qu'on en vient à penser Oh, que il est bon, ce tour-là. ils sont Joseph dignes des bons gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Mais finalement, Elias Samsonov, il était pas bon pantoute, là. Mais non. C'est un ancien premier choix, mais à part ça, s'il n'y avait pas grand-chose, fait que t'as raison, Ali. On blâme beaucoup les Oilers pour ça, mais il faudrait regarder le même argument pour les Maple Leafs de Toronto. Trop régulièrement, on n'est pas capable de garder les filets. Il y a beaucoup de parallèles à faire dans la mauvaise construction de ces deux équipes-là. Je crois que surtout, l'équipe des Leafs de cette année, pour moi, elle est beaucoup mieux bâtie. Puis j'aime Oui. beaucoup ce qu'on a fait. Par 1 000. Par 1 000. Puis je crois qu'on est capable, si jamais on passe à travers les Sénateurs, c'est une équipe qui peut se rendre très loin en série. Là. Ce qu'on a fait du côté de la brigade défensive, la profondeur en attaque, c'est vraiment intéressant. Mais c'est des équipes qui essentiellement reposent sur des attaquants élites. Puis on n'a jamais été capable de patcher les autres trous. Parce qu'on a trop investi d'argent dans ces gros attaquants-là, puis que les autres contrats qu'on donne sont mauvais, on met pas Ouais. notre argent à la bonne place. Mais je pense pas pour vrai, je pense pas qu'on est capable de rivaliser avec une des deux équipes de la Floride. Que ce Penses soit, pas? que ce soit les Panthers ou le Lightning. Les Panthers, là, ça joue, ça frappe, puis ça dérange. Je ne sais pas si... Oui, OK, Brendan Carlo et Chris Tanev, deux additions qui n'étaient pas là par le passé. Matthew Nice, c'est un méchant joueur de hockey. Matthew Nice, c'est un excellent joueur de hockey. Mais Sam Bennett aussi, c'est un méchant joueur de hockey. Puis Matthew Tkachuk aussi. Puis Brad Marchand aussi. Puis c'est trois joueurs qui savent jouer au hockey puis qui dérangent aussi. Je pense pas que les Maple Leafs de Toronto, s'ils sont capables de battre Ottawa, vont être capables de surprendre ou le Lightning ou les Panthers au deuxième tour. Je pense pas, mais au moins ils rendraient cette série-là serrée. Ce qui n'aurait pas été le cas nécessairement dans les dernières années. Mais s'ils se rendent au deuxième tour, je pense pas qu'ils perdent en 5 contre l'équipe de la Floride qui va sortir. Ouais. Quand même, cette brigade défensive-là, c'est pas sexy, mais c'est vraiment solide ce qu'on est capable de faire. On a des solides joueurs de hockey, puis je pense que Craig Berube a vraiment apporté une culture qui manquait à cette équipe-là dans les dernières années et dont on avait besoin. Oui, ça c'est vrai. Craig Berube, un élément très stabilisateur. On ne l'a pas vu de crise cette saison à la Sheldon Keefe. Tu sais, Sheldon Ouais. Keefe, c'est un entraîneur quand même assez émotif. Beaucoup de haut, beaucoup de bas. Parfois, donnait beaucoup de matériel aux médias pour renflammer les passions. Craig Berube, là, du début à la fin, pas un mot. Et dans une saison où est-ce qu'on a eu John Tavares, on lui a retiré son site capitaine. Ouais. Dans une saison où on a eu Mitch Marner, était sur la table pour Mikko Rantanen. Ben oui. Dans une saison où on a eu quand même quelques péripéties. Craig Berube de glace, en plein contrôle de son vestiaire, pourra-t-il les mener à bon port dans le match numéro 6? On aura la réponse dans les prochains jours. C'est sur ubet.io que vous pouvez parier sur les matchs de la Ligue nationale de hockey avec le code RADAR et profiter d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Ça fait le tour pour l'épisode numéro 2 de la nouvelle mouture de RADAR. Je vous souhaite un bon match à la maison du Canadien de Montréal. On espère être en mesure de regarder encore quelques rencontres avant que la saison se termine. Merci Oli. Merci à toi, Anto. Merci Jacob. Merci à toi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Radar.